Daniel Roy, est-ce que vous pouvez nous dire justement, donc aujourd'hui, en quoi l'asset management est une solution pour la croissance? Merci Isabelle, bonjour à vous tous. Évidemment, on ne peut que être heureux non seulement de la qualité de cette organisation et de cette idée de faire des assises européennes de la gestion, mais surtout de tout ce que l'on entend depuis le début de l'après-midi. Alors oui, l'asset management est bien au cœur des problématiques de croissance. Alors on ne va pas faire et rentrer dans des problématiques de finance, ce n'est pas l'objet, mais on va essayer de synthétiser les problèmes auxquels notre métier quotidien est confronté. Pas des problèmes de régulation et de fiscalité, pas tout de suite, on va y venir, parce que c'est évidemment le sujet qui nous importe. Mais d'un point de vue macroéconomique, en fait, l'asset management a 4 fonctions majeures. J'avais l'idée de vous donner quelques petits chiffres, mais Yves vous les a donnés tout à l'heure et je pense que vous en connaissez suffisamment. L'asset management, c'est l'allocation du capital. C'est juste un élément absolument clé de la vie d'une économie de marché. L'allocation du capital, c'est juste ce qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas. L'asset management, c'est la fabrication des produits, la fabrication des solutions. Yves a utilisé le mot tout à l'heure, je l'aime beaucoup. On vient du monde des produits, on va dans le monde des solutions. Dans un monde sans taux d'intérêt, nous sommes un certain nombre à avoir la faiblesse de penser que ça peut perdurer. Ce que nous avons à construire, c'est bien des solutions qui vont essayer d'utiliser plusieurs sources de création de rendement, ce qui est loin d'être facile, et en ayant l'obsession d'une problématique actif-passif. C'est loin d'être simple, c'est vrai pour une grande compagnie d'assurance, on le sait tous, mais en fait, chacun d'entre nous, dans cette salle, et tous nos clients surtout, et c'est ça qui nous importe, ont une problématique actif-passif. L'asset management, c'est celui qui crée la liquidité tous les jours. Alors on va être rapide là-dessus, mais c'est tellement important. Et nous, les acteurs aujourd'hui, si on doit faire un peu de conjoncture, c'est sans doute le point qui nous préoccupe le plus. Il y a énormément de liquidités banque centrale, beaucoup, énormément, mais y a-t-il une aussi grande liquidité de marché que cela? Enfin, notre travail de gérant, c'est de gérer le risque. Et là, c'est ce que nous demandent nos clients particuliers principalement, premièrement. Et donc, on a quelque chose qui est très important. Donc, on voit que les fonctions de l'asset management sont quasiment des fonctions régaliennes, si on devait faire un parallèle avec l'État. Et on a des responsabilités énormes. J'en citerai 5 avant de revenir sur les problématiques de nos amis du tour de table. Faire l'arbitrage court terme, long terme. On en parle, on tourne autour de l'idée depuis le début de l'après-midi, mais qu'est-ce qui fait qu'on va passer de 3 mois à 50 ans? L'État nous émet des obligations à 50 ans par les temps qui courent. Est-ce bien raisonnable? Les équilibrages géographiques. Il faut investir en Europe, il faut investir aux États-Unis. Ou est-ce qu'on doit investir? Alors on le sait, hein, on a des enjeux de préférence nationale, on a des enjeux de culture, mais on a des enjeux de rendement. Et donc, dans ces choix-là, nous avons un rôle majeur. On fait des choix de secteur, on fait des choix d'entreprise. Et Philippe Salle va témoigner dans 2 minutes. Enfin, et ça a été évoqué, mais rappelons-le, parce que nous avons un rôle absolument majeur, on doit privilégier les bonnes pratiques. Alors, ça peut rester tel qu'on faisait l'asset management dans l'ancien temps, mais on peut le mettre à la sauce ISR, entre guillemets, ou Sustainable Investment. Et en fait, l'asset management est aussi un véhicule majeur de bonnes pratiques. Donc on voit qu'avec ces chiffres, ces fonctions, ces responsabilités, on est bien au centre de beaucoup de préoccupations sociétales. Nous, on croit aux vertus du marché, on croit aux vertus de la concurrence. Et donc, on pense que dans cet équilibre-là, le problème de la régulation et de la fiscalité, il est juste déterminant. Alors, pour y aller, et pour peut-être questionner un peu plus Odile Renaud-Bassot tout à l'heure, pour y aller, on va utiliser le grand témoignage. Je vais faire votre boulot, Isabelle. On va utiliser avec plaisir le témoignage de Philippe Salle, qui va nous expliquer comment une grande entreprise aujourd'hui trouve les financements. Nous, en tant que gérants, on n'a pas grand-chose à dire. On trouve que ça marche plutôt. On rejoint les propos d'Odile. Le marché est très bien organisé, très liquide, très stable. Nous, on a le sentiment que sur les grandes capitalisations, on a tout pour faire notre travail très correctement.
On a tout le problème des PME et des ETI. Là, Christophe va avoir des choses à dire. Il y a des pépites en Europe. Quand je vois des compagnies d'assurance qui investissent dans du private equity américain, on en comprend la logique. On voit bien l'intérêt de la diversification, mais on se dit il y a tellement de pépites en Europe, et il y a tellement de belles choses à faire. Mais je suis sûr que notre ami Christophe va nous donner des indications. We are just obliged to speak about the international environment and the regulatory framework in which we work. And there, the role of the ESMA is just absolutely critical. And I would like to challenge you today on, are you so sure that what you promote at the European level, that we call PRIPS or MIFID, Sujet voilà, qui arrive, sujet are brûlant. exactly Après le passeport. targeting your goal, on which we 100% agree, which is to provide a very good information to the man in the street, but is it really the good answer? So we will listen to you. So that, thank you. It was an easy applaud. Donc, voilà où nous en sommes. Et donc, c'est ça l'objet de la... J'espère que je n'ai pas été trop long, Isabelle. Il ne fallait surtout pas hésiter. Et donc, on va peut-être écouter d'abord ce que notre ami Philippe peut nous dire. Philippe Salle, hein, voilà, en tant que, finalement, vous, en tant que chef d'entreprise, comment vous voyez les besoins de financement du côté des entreprises et quelles sont les mesures qui sont à prendre en priorité pour vous, hein, à la fois en France et en Europe? Alors, je pense que... bonjour tout le monde. Je pense qu'effectivement, il y a une grande différence, à mon avis, entre les grandes entreprises et les PME ETI, ça je veux bien le croire. Puisque pour des grandes entreprises comme les nôtres, je dirais qu'on n'a pas besoin de financement. J'ai presque envie de dire, il y a presque trop de banques qui viennent nous voir aujourd'hui. On ne prête qu'aux riches, dit-on. Et j'ai presque envie de dire qu'une entreprise comme la nôtre, et je pense que c'est vrai pour la plupart des entreprises du SBF 120, va essayer de faire son choix. Alors il y a deux choix à faire. D'abord, la première, c'est entre l'equity et la dette, parce qu'il y a bien sûr un ratio de dette à essayer de garder raisonnable pour une société cotée, qui dépend bien sûr de son secteur. Dans les métiers du service comme les nôtres, on sait que grosso modo, vous êtes aux alentours de 3 fois l'EBITDA, c'est à peu près le maximum qu'on tolère, 3 fois et demi. Alors qu'aux États-Unis, par contre, certains de mes concurrents peuvent monter jusqu'à 5 fois. Et on voit quand même bien qu'en Europe, il y a quand même une certaine aversion au risque. Donc en termes de financement, il y a ça. Et donc l'equity et entre guillemets la dette. Sur l'equity, effectivement, un CEO d'une boîte cotée, en général, fait énormément de roadshow. Je passe en général entre 2 et 3 semaines par an à voir des asset managers. Malheureusement, j'ai presque envie de dire, je vois surtout des asset managers au Royaume-Uni et aux États-Unis. J'en vois en France, mais peu. Parce qu'on voit quand même que l'industrie... Les très grands fonds, ceux qui ont quand même énormément aujourd'hui de capacité d'investissement, ne sont pas toujours en France. On a heureusement des acteurs français qui nous suivent et je ne tiens qu'à les remercier. Mais lorsqu'on a besoin de certains fonds, on voit bien quand même qu'aujourd'hui, ce sont surtout les anglo-saxons qui se mobilisent quand même plus vite aujourd'hui que les acteurs français. Ouais, ça c'est dit, hein, au moins. Oui, mais en tout cas, c'est mon expérience. Après, je laisserai d'autres personnes avoir une expérience différente. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour une société comme la nôtre, on est ce qu'on appelle une mid-cap ou une small cap pour les États-Unis, on est un petit peu moins de 4 milliards d'euros. On est tout petit pour les États-Unis. On voit beaucoup de fonds d'ailleurs qui ne nous reçoivent pas en fait parce qu'on est trop petit. En Angleterre, c'est moins vrai. Et en France, évidemment, c'est encore un petit peu moins. Alors, je crois que Daniel veut réagir. 2 secondes. Je peux, parce que, juste, l'une des raisons pour lesquelles vous avez la visite de beaucoup d'investisseurs anglo-saxons, c'est que je vous rappelle que la pondération des actions dans les portefeuilles des grands gérants institutionnels anglo-saxons n'a rien à voir avec ce que nous avons la possibilité de faire, même si souvent nous avons l'envie de le faire. Mais là, vous êtes en train de réouvrir une question qui est la réglementation. Non, mais ça, on est complètement d'accord. J'en suis bien conscient. Mais du coup, lorsqu'on fait des augmentations de capital, on en a fait une l'année dernière, il y en aura peut-être d'autres qui viendront, on est obligé quand même de passer beaucoup de temps outre-Atlantique, parce qu'on sait quand même qu'il y aura une forte demande, et au moins que ce qui est important lorsqu'on fait une augmentation de capital, vous le savez très bien, c'est qu'on la réussisse, puisqu'il n'y a rien de pire finalement que de ne pas avoir, de remplir son book. Et donc il faut être sûr simplement de la prévendre. Et pour la prévendre, évidemment, il faut passer du temps en France, mais aussi en dehors de France. Donc je dirais, côté financement equity, je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude pour une entreprise. Ça demande évidemment, comme vous le dites, que les asset managers fassent leur choix d'industrie et dans chaque industrie de celles des sociétés sur lesquelles elles veulent miser ou pas. Et donc ça, c'est le rôle des asset managers. Le rôle d'un CEO pour une société cotée, c'est en général de dire ce qu'il fait et de faire ce qu'il dit, ce qui n'est pas toujours simple, mais c'est quand même très important en termes de crédibilité. Et en termes de dette, j'ai presque envie de dire aujourd'hui, effectivement, que pour une société, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir
des maturités différentes et des sources différentes en fait de levée de dettes qui peuvent être bien sûr le marché, qui peuvent être bien sûr des dettes bancaires, qui peuvent être aujourd'hui des fonds d'assurance qui viennent nous voir de plus en plus parce qu'ils cherchent du rendement comme toute société d'assurance et qu'aujourd'hui on sait bien que le rendement commence à disparaître. Voilà. En tout cas, pour une société comme la nôtre, et je pense pour la plupart des sociétés qui sont de notre taille, on a plus que le choix aujourd'hui, en tout cas en termes de financement. Donc vous êtes un peu l'exemple de tout ce qui marche bien, on va dire. Est-ce que vous avez quand même, bon, alors vous l'avez dit un peu par rapport aux anglo-saxons, est-ce que vous avez quand même des points de vigilance justement aujourd'hui ? Non, enfin, là où je rejoins, c'est que j'aimerais bien avoir plus d'actionnaires français, parce qu'effectivement, du coup, quand je regarde aujourd'hui mon capital, nous avons à peu près 70% en fait de free float, et la majorité aujourd'hui maintenant est détenue par des fonds anglo-saxons. Ce qui est un petit peu dommage, effectivement, c'est qu'on a, et je pense que c'est vrai pour d'autres sociétés, c'est que les sociétés, comme les fonds français après ont certainement d'autres contraintes, le pourcentage en tout cas d'asset managers français dans les sociétés françaises est faible. Et c'est aussi pour moi aussi une des grandes, enfin en tout cas un des grands, je pense une chose que j'aimerais bien un jour voir en France. Je ne sais pas si ça viendra, ça c'est la régulation, c'est qu'il faudra un jour faire des fonds de pension dans ce pays. Je pense que quand on voit la puissance justement des États-Unis, c'est parce qu'ils ont aussi une industrie de fonds de pension qu'on n'a pas en France, tout simplement. Voilà, donc déjà deux requêtes qui vous sont adressées. Ça va sans doute augmenter au fur et à mesure de la table ronde. Alors, je voudrais me tourner donc vers Christophe. Oui, Daniel ? Isabelle, je résiste pas à l'envie de poser une question sur l'épargne salariale. Parce que fondamentalement, on n'a pas de fonds de pension en France. On n'a pas l'épargne salariale dont les asset managers rêvent, c'est-à-dire un produit qui sort à la fois en rente et en capital. Vous pouvez le rajouter sur la liste pour Odile. Mais fondamentalement, on a des produits qui s'en rapprochent. Et quand on discutait tous les deux, vous m'avez dit, tiens, c'est vrai, je n'ai pas ces véhicules-là. Est-ce que vous ne trouvez pas que là-dessus, on devrait faire plus, tous ensemble, à charge pour les asset managers, dont je suis, les grandes maisons. Je pense que Yves va participer à mon propos. Mais de faire plus et de promouvoir davantage ces idées françaises qui ne sont pas mauvaises. L'Europe, ça a été évoqué tout à l'heure par Alexander, je crois. L'Europe travaille aussi sur ce sujet-là et je crois que là, on a vraiment quelque chose à faire ensemble. On est complètement d'accord. Il se trouve que sur Elior, il n'y a pas ce mécanisme-là, pour plein de raisons certainement, qu'on réfléchit pour le mettre. Moi, ce que je trouve en tout cas très bien, j'ai déjà géré plusieurs sociétés sous LBO, donc en private equity. Je trouve que ce qui est très bien en général, c'est d'avoir le sentiment que l'entreprise appartient aussi à ses salariés, parce qu'on voit quand même que la motivation est quand même légèrement différente. Et donc ça participe effectivement à une motivation de ces salariés d'avoir une part du capital tenu par les salariés, c'est clair. Alors Christophe, donc justement par rapport à ce qu'on disait à l'instant, donc pour mieux accompagner aujourd'hui les PME, les ETI, que propose cette industrie de l'asset management ? Qu'est-ce que vous proposez ? Tout d'abord, je voulais faire un constat, c'est qu'on parle de la croissance. Lorsqu'on parle des PME et des ETI non cotés, qui n'ont pas la taille d'Elior et qui vont être financés par le non coté, on parle forcément de sociétés qui sont d'une taille un peu plus petite, qui sont d'une notoriété internationale un peu moins grande et qui vont être un peu plus dépendantes à la croissance en Europe. La croissance en Europe, pour les PME, il faut aller la chercher. Elle n'est pas spontanée, elle n'est pas organique. Nous n'avons pas devant nous les 30 glorieuses. Et je n'ai pas besoin de vous convaincre, vous l'avez déjà dit, des entreprises, des PME françaises, européennes, qui sont capables d'aller la chercher, la croissance, il y en a beaucoup en Europe. Il y a un vivier invraisemblable d'entrepreneurs et de pépites cachées. La difficulté, lorsqu'on parle de la croissance, c'est qu'aujourd'hui, la façon dont vous êtes financé est un facteur de réussite très important dans votre croissance. Certaines entreprises, aujourd'hui, elles disent « nous avons une notoriété suffisante, nous avons une surface suffisante et finalement, nous avons accès, dans des conditions qui aujourd'hui sont relativement favorables, au financement ». Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est que lorsqu'on parle des entreprises non cotées, la façon dont vous êtes financé et à quel point c'est un facteur de réussite est quelque chose de croissant. Je vais donner des exemples. Lorsqu'on parle des entreprises, et on a évoqué la French Tech, c'est quelque chose dont nous sommes tous fiers. Mais aujourd'hui, on a besoin de convaincre personne que les ingénieurs français savent faire de l'innovation. La difficulté, c'est que le cycle de l'innovation, il est de plus en plus global et il est de plus en plus rapide. Par rapport à il y a 15, 25, 35, 50 ans, lorsqu'un ingénieur français trouve une bonne idée, c'est une idée dont le marché est immédiatement global
Et c'est une acceptation de l'innovation qui va être extrêmement courte. La conséquence de tout ça, c'est que pour réussir, il faut beaucoup plus d'argent qu'avant. Avant, vous aviez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ans devant vous pour conquérir le monde. Aujourd'hui, et je vais vous donner un exemple. Nous, on avait financé une société qui s'appelle Dailymotion. Dailymotion, les ingénieurs français avaient inventé une manière de mettre la vidéo sur les iPhones. Alors vous allez me dire, ce n'est pas du rocket science non plus, hein, mais qui était plutôt plus brillante que celle de YouTube. Et en termes de timing, ils étaient plutôt un petit peu en avance par rapport aux ingénieurs de YouTube. À chaque fois que Dailymotion faisait un tour de table, YouTube il faisait un tour de table aussi. Mais il y avait un 0 de plus. À la fin des fins, l'illusion un peu française, un peu gauloise, qui est que les mousquetaires français sont capables d'aller conquérir le monde avec 3 francs 6 sous, c'est pas vrai. Et c'est de moins en moins vrai. Voilà. Et ça, c'est vrai de la French Tech. Mais si on parle d'entreprises plus traditionnelles, quand on parle des PME, on parle forcément de la French Tech, des entreprises jeunes, des entreprises innovantes. Cette tendance-là, elle est très forte. La façon dont vous êtes financé, c'est un facteur de réussite, par soi-même. Mais si on parle des entreprises un peu plus mûres, des entreprises un peu plus traditionnelles, je vais vous donner un autre exemple. Il y a une société française qui est très brillante, voilà, qui s'appelle Montblanc Materne, qui est le leader de la compote de pommes. Ça fait sourire, ils ont une idée très brillante, ils ont mis la compote de pommes dans des petites gourdes en plastique. Et les mères de famille, plutôt que d'envoyer leurs enfants à l'école avec des barres de Mars ou des cochonneries de ce genre, elles ont envoyé leurs enfants avec de la compote de pommes qui trouvaient ça plus amusant. Très bien. Très belle innovation. Montblanc Materne, numéro 1 de la compote de pommes en France. C'est fabuleux. Le jour où il s'est agi de se dire où est-ce qu'on est atteint par la malbouffe, aux États-Unis, le jour où il s'est agi de se dire il faut financer des usines pour aller attaquer le marché américain, pour aller mettre de la compote de pommes dans des gourdes et changer le mot pomme pot pour le mot go-go squeeze. Voilà. Le jour où il s'est agi de faire ça, c'était très difficile pour Montblanc Materne de trouver des financements. Voilà. Et il ne va pas falloir très longtemps pour le Del Monte pour comprendre que la compote de pommes, vous la mettez dans des gourdes et les adolescents en mangent. Voilà. Le cycle de l'innovation, il se raccourcit. Le cycle de la croissance, il demande de plus en plus de financement, de plus en plus vite. Aujourd'hui, Montblanc Materne a réussi aux États-Unis, c'est fabuleux. La prochaine étape, c'est peut-être la Chine. Le développement de la malbouffe aujourd'hui, c'est le jeune adolescent chinois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux aider alors les entreprises justement à pouvoir avoir tous ces zéros qui s'alignent pour les aider à conquérir les marchés étrangers? Il y a une chose il faut déjà que l'Europe ait plus confiance. Si on parle des PME, on parle des petites, des moyennes, on parle de celles qui ont un caractère plus local que les très grands leaders déjà internationaux, déjà cotés. La confiance doit déjà venir. Il ne faut pas compter sur l'épargne internationale pour être les early adopters de nos champions cachés. C'est très bien, vous l'exprimiez, vous en souffrez d'un certain côté, vous n'avez pas suffisamment d'actionnaires français, mais vous êtes un groupe coté, vous trouvez le financement, vous trouvez ce que... Mais ne comptons pas sur les fonds de pension californiens pour aller financer massivement l'innovation chez nous. Ils le font dans la Silicon Valley. Voilà. Et des investisseurs français investissent dans la Silicon Valley parce qu'ils se disent, les institutionnels américains, ils en font depuis très longtemps. S'il n'y a pas d'early adopters chez nous, nous ne ferons pas venir l'épargne internationale. Alors, vous aviez une question, je crois, Daniel, donc, à poser à poser à Steven concernant donc, tout ce qui se passait autour de PRIPS. Oui. Peut-être juste avant de revenir sur la régulation, ce dont parle Christophe, on parle beaucoup de la France. Soyons européens, hein, cet après-midi aussi. Et en fait, le diagnostic que porte Christophe sur la France, il est européen. Parce que Madame la directrice du Trésor évoquait l'ELTIF, les fonds de financement à long terme, c'est des fabuleux produits. On a des véhicules. Mais c'est vrai qu'on a ce problème français, on le retrouve en Allemagne. Les entreprises de taille moyenne en Allemagne ont les mêmes questions de financement que nous. On le retrouve dans tout le nord de l'Italie. Giordano serait là, il pourrait apporter des témoignages. Donc on voit bien qu'on a une problématique qui est européenne. Et nous, les asset managers, on pourrait dire en ces temps où personne n'aime l'Europe, que nous, ce qu'on veut, c'est toujours plus d'Europe parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on construit solidement l'avenir économique du continent. Donc je crois que là-dessus, il ne faut surtout pas oublier l'Europe
derrière nos problématiques françaises. Et justement, par rapport à ça, donc l'apport des régulateurs européens est très important. Le rôle de l'ESMA, justement, est tout à fait important par rapport à ça. Donc, what are your priorities? Because your role today is very, very important for us. Let me first thank you very much for that question. I think what is very important to realize, and the points have already been made, how important the asset management industry is in the financial system. It's very well known is that we should try to give the asset management sector a bigger role in the financial system. We can see that Europe paid a high price for being very banking oriented, and also in the earlier panel there were optimistic words on the increasing role of the asset management sector. That all relates, of course, to the fact that we have a low interest rate and it's very difficult to get a reasonable return as households if you would be deposit saving. And in addition to that, the benefit of the asset management sector is that it also can improve the equity funding of the non-financials of our economy. There's the fact if you're very bank-oriented, automatically you're also more debt-oriented. So I think it's very important that the asset management sector plays that role, also considering the words on the pension issues is that with the bigger responsibilities by individuals for their own pensions, for their own retirement savings, it is important that we make this connection between savers and the industry, the economy through the asset management sector. Of course, the whole distribution system or the whole allocation system needs to work properly. There's already been some words on the low interest rate, and the low interest rate as such creates some risks. I will only briefly point to that issue, but clearly there can be risks of overvaluation at this stage because of the low interest rate and also misallocation. But in addition to that, and I think that is very important for the asset management industry, the costs of the European asset management industry are too high at this stage if you can compare to some other parts of the world. We should try to make it more competitive, try to reduce costs precisely because of this low interest rate. If you're looking currently what you can get as a household, as an investor on your investments, it's so important that we try to reduce the cost of the whole distribution channel. That will be, various elements are very important. It is a matter of transparency, trying to give information to investors that they can select those that are able to provide the service for lower costs. But it's also very important is that the industry looks into new technology. New technology can be a way to get products cheaper to the end investor. And so, I'm optimistic on the role that the asset management sector can play. If you currently look at the percentages of European households that are investing through asset managers, through funds, it's still very low. It's around 10%. If you go to the US, it's around 40%. So that is really a big market increase that is still possible. But at the same time, I think the distribution costs are very important in this low interest rate environment. And I think that is a very good challenge and to some extent also a good perspective for the asset management industry. Daniel, je vous vois réagir. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec tout ce qui est dit quand même. Yes, because when we speak about cost, we have to be very clear and precise. Because I have always in mind the comparison with the US situation. And all my friends in this room who are working in the asset management do believe that we are very cheap. We are managing product at a very cheap price. The issue we have in Europe, turn around the distribution cost, the way we are organized. But there you have mainly producers, manufacturers. And if you have to ask question about the distribution cost, it has to be addressed taking into account banks, large banks, taking into account insurance companies, which is slightly different. Because when we make a comparison just on the manufacturing side, in between what's happening in Europe and what's happening in US, we are just the cheapest maybe in the world. And one big issue we are facing is you have the good friends of Philippe Salle visiting him, investing money in his equity, in his stocks, and providing products to French savers or European savers
as a very competitive price. That is not our vision of Europe. If we really want to protect and to develop our industry, we have to pay a lot of attention on our pricing policy. We have a lot of things to do on how can we convince that the product is well elaborated, is exactly matching the customer needs. But we have first not to start with just a fight on price, because it may kill ourselves immediately. Steven, do you want to answer? Sure, of course. Of course, of course. Now, let's, I was not, indicating which part of the whole distribution channel, where the issues are in terms of trying to make it cheap. It might well be is that some parts are very cheap, is that the manufacturing is very cheap. But if you look at the end result, if you really look at the end result, we simply know it is more costly to get a fund as a European consumer than as an American consumer. I think that is just a fact of the matter. That is not in any way blaming it. It is a challenge for all involved to try to make it cheaper, especially considering the low interest rate environment. Partly this also relates, and this is also a role, and I don't want to, there's also a role here for regulators. One of the problems in Europe is to get scale. If you look at the scale of European funds compared to the American funds, the typical American fund is 5 times to 10 times bigger. We know that fixed costs are very important in this business. And one of the reasons why it's more difficult to get scale in the EU is, for example, there's still barriers across the member states. So this is not to say that this is a problem of the fund industry or it's a problem of the banking sector. There are also regulatory matters here involved. We know that there are unnecessary barriers between the member states, partly regulatory, because there are marketing differences between the member states that increase the cost for the producers and for the distributors, because they need to take these differences into account. But I think we need to analyze this and see where we can improve it. And as I just said, transparency is important, technology can be important, but also some of the barriers, the regulatory barriers that we still have across the EU, including in terms of fees, passporting fees, including in terms of the marketing differences. We need to look at these and trying to make it lower. Daniel, Odile Renaud-Vasson, on ne vous a pas encore entendu, on vous a entendu tout à l'heure, mais vous n'avez pas encore réagi. Donc peut-être un mot de réaction peut-être par rapport à ce qui vient d'être dit. Puis après, j'aimerais bien vous demander également, donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire, quelles mesures les pouvoirs publics peuvent prendre justement pour favoriser davantage justement tout ce qu'on peut faire pour cette épargne, pour mieux financer la croissance économique. Merci. Alors, d'abord, je voulais dire que je partage vraiment ce qui a été dit sur la dimension européenne du marché, par les deux interlocuteurs. Je ne me prononcerai pas sur les coûts, je ne vais pas intervenir dans ce débat de professionnel, mais sur la question du fait que c'est une industrie qui doit avoir une dimension européenne et un secteur qui doit avoir une dimension européenne, et que c'est aussi une façon de faire baisser les coûts et de faciliter le financement des entreprises les plus innovantes, parce que si on les finance au niveau européen, c'est aussi qu'elles ont un accès au marché au niveau européen, et c'est comme ça qu'elles gagnent aussi le pari de la vitesse et du déploiement rapide, plutôt que d'avoir à franchir étape par étape, pays par pays, etc. Donc je pense que vraiment la dimension européenne est importante dans toutes les dimensions, que ce soit les coûts de gestion ou le financement même des entreprises en développement, en croissance, etc. Que leur donner un accès au marché européen est un élément extrêmement important. Alors, qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire? Pour nous, la question de l'allocation de l'épargne est un élément très important, et de trouver la responsabilité du régulateur, c'est de trouver le bon équilibre entre protection de l'investisseur et des investisseurs, en particulier des ménages, et le développement de la profession, le fait de ne pas mettre de barrières inutiles au développement de la profession. Je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte de taux bas qui a été évoqué tout à l'heure, on a une responsabilité particulière de vigilance sur le fait que les taux bas peuvent amener à des prises de risques importantes. En même temps, on voit bien que les taux bas appellent à une diversification des placements, que c'est donc d'une certaine façon une opportunité pour favoriser, faciliter le financement en capital, le financement en infrastructure, etc., que c'est une opportunité. Alors, pas forcément au sens de l'État stricto sensu, puisque pour nous, nos obligations, on est très content qu'elles soient très largement vendues, mais je pense que c'est à la fois une opportunité et en même temps qu'il faut être vigilant dans la façon dont les marchés se développent pour éviter la constitution de bulles, le fait que les prix d'actifs deviennent trop élevés par rapport au rendement, etc. Donc ça, c'est un élément important dans la responsabilité de stabilité financière des pouvoirs publics, dont on sait aujourd'hui, post-crise financière de 2008, etc., quelle importance ça peut avoir. Alors,
Deuxième élément de la responsabilité des pouvoirs publics sur lequel on peut toujours faire des progrès, c'est la question fiscale. Et on sait bien que c'est des éléments importants dans l'allocation, les décisions individuelles des ménages sur l'allocation dans tel ou tel domaine. Et je pense qu'un des enjeux en France, c'est de favoriser l'allocation à long terme de l'épargne, le déploiement vers le long terme, et il peut y avoir des incohérences dans le système fiscal aujourd'hui français du point de vue de la fiscalité des ménages, de ce point de vue-là. On peut vous remercier de le dire. Daniel, vous êtes convaincu par ce que nous dit Odile Renaud-Basso? La dernière partie de la phrase me réjouit. On attend on attend les annonces avec beaucoup d'impatience. Non, mais en dehors de l'aspect information, je crois que nous, la chose qui nous inquiète, et c'est pour ça que j'évoquais l'allocation du capital, qui est un acte fondateur dans nos économies ouvertes, c'est qu'aujourd'hui, avec le prix de l'argent aussi bas, on prend un risque considérable de très mauvaise allocation du capital à très long terme, puisque j'évoquais que l'État investissait à 50 ans, enfin offrait des papiers à 50 ans. À ces prix-là, vous ne pouvez pas empêcher un asset manager qui ne fait pas de politique, qui gère juste le portefeuille de ses clients, de se dire « mais que suis-je en train de faire ?» Ce qui est en général le symptôme d'une mauvaise allocation du capital. Donc je crois que nous on a un vrai sujet là de fond. Alors on en comprend bien les causes, on sait bien que c'est les conséquences de la crise de 2007-2008, tout ça, c'est pas l'objet de la discussion de cet après-midi, mais là on a un vrai sujet, et que quelque part c'est notre interrogation ou inquiétude de fond sur l'effet de distorsion engagé par les prix. If I may, I would like to come back on the remarks. Just coming back to the price issue in this industry. Sorry, Odile, to come back. In fact, let's just take a simple example. You look at the situation globally and you say that's something which has to do with the financial service. And that's maybe a big issue with Brussels and the European Commission. You look at the financial sector globally. In fact, asset management industry is something special. And one risk you have behind this approach, which is too global on price, you may be in a situation when the man in the street in Europe, France, Germany, Italy, will be in the future just buying trackers, ETF, nothing else. That is the cheapest product you may get, without any kind of asset allocation. Where will be the plus? Where will be the final plus for the man in the street? If you do believe that multi-asset product is a good product for the time being, because it's a mix of different profitability around, where is the plus for the man in the street being just invested in ETF? Let me first, I think we need to take the perspective, and we're based in Paris, and we're very happily based in Paris and not in Brussels. So, and we're independent from the Commission. Let me first say, I have a shareholder who is Dutch. Okay. Aegon Asset Management. No, but let me first say, and I think there is the point on the cost, I'm making it because I think at the end this will help for the asset management sector to get a bigger share, to become more important. We have an issue in Europe being very bank oriented, and I truly believe that if a better service is delivered, is that it become a more successful industry at this stage. At the same time, I think it's also important to realize, and this is in no way to say that everything that comes out of our rulemaking is the best, what you can think of, but in reality, European regulation really has supported the European asset management sector. If you're looking at the UCITS brand name, it has really been very good in terms of developing the European asset management sector, and also, for example, being very attractive for Asian investors. I go regularly to Hong Kong. They know UCITS much better maybe than the place Amsterdam or Brussels, because they know it's a very dependable infrastructure, a very dependable brand name to invest in. So I don't see these that these are enemies of each other. Regulation is really needed to make sure that the asset management sector thrives.
On the passive and active issue, I'm very much aware that you don't want to go to a world where everybody is passive, because that will create all kinds of issues around how do we make sure that there is sufficient fundamental analysis, that there is the right pricing of financial instruments. But currently, if you're looking at retail investors in the EU, it's only 7% at this stage which is investing through ETFs. That is a very small part. And if you then look at the performance of active managers, we know that the chances of being outperformed is very limited. There's ample evidence of that. And so there's clearly more room for passive management before it starts to endanger let's say, the stability of the financial system. Alors, on a énormément de questions, donc je pense que comme le temps tourne, on va peut-être commencer à prendre quelques questions. Merci beaucoup à vous tous de participer. Beaucoup de questions d'ailleurs pour vous, Steven, donc des questions sur what can ESMA do to improve financial literacy without adding more burden on asset manager. Que peut faire l'ESMA en gros pour nous aider hors Europe, what ESMA can do to promote our industry outside the European Union. Well, I think what is important, and what I've mentioned in my earlier remarks, is removing further the barriers between the member states, trying to make it easier for the asset management sector to do business across the EU. We have recently done a mapping on what kind of differences there are both in marketing and in passporting fees. We have shared that with the Commission. The European Commission has just finalized a consultation on this topic, and I truly hope that the Commission will come with proposals for trying to further reduce the barriers. Then on the PRIPS issue, I know it is a controversial topic at this stage. At the same time, we need to have a mechanism where you can easily and understandably communicate with the retail consumer what kind of product is solved. We know you can always improve these technical standards, the measurement of costs. We know that debate is going on. At the same time, I think we need to make that step to make these products more understandable and to increase the willingness also of consumers to participate in this market. One of the reasons, if you go across the EU, why there's no willingness of households, of retail consumers to participate in the capital markets, because maybe surprisingly they still trust banks more than going into more risk-taking products. And I think that needs to change. They need to understand that if they want to get a good return on their pension system, on their assets for their pensions, is that they need to participate in the capital market and, for example, through the asset management sector. Une question également donc sur PRIPS, puisque donc une question qui revient, enfin il y en a pas mal d'ailleurs sur PRIPS en matière de distribution internationale au sein de l'Union européenne. Les modèles ne sont pas harmonisés. Voilà, donc bon, c'est une très longue question. Je vous la résume un peu, mais peut-être qu'on va l'afficher. Donc où en est-on donc de l'harmonisation des modèles opérationnels en Europe? Est-ce qu'il ne faudrait pas légiférer finalement au niveau européen sur ce sujet, plutôt que de nous obliger de fournir des documents qui, très honnêtement, ne servent pas à grand-chose? Je pense évidemment donc à DCI et au PRIPS. Voilà. You switched to French. Sorry, because the question is in French. And you could see me switching between listening through here, but there was kind of this Apollo 13 noise constantly in there, and so I had to make a decision: do I go for my amateur French or for the translation? And now you went too fast. So can you try to do it in English? Sorry, so the question is here. It's written in French, so I'm not sure my English is very good to translate to the whole question. Perhaps, Daniel, vous pouvez m'aider? The question turn about the efficiency of the PRIPS and the DC regulation. I mean, is it really, at the end of the day, an improvement and something which will better educate both the producer, and that is not in the question, but that is my wording. They both educate the producer and the customer. Yeah, yes, it is, but that's it is a real concern. Okay. Well, first of all, to repeat, we need to go to models where we can only increase the participation of households in either directly investing in capital markets or investing in asset management if they trust what they are buying. And therefore, we need to increase that. We know that there's been mis-selling problems in the past years, not necessarily related to asset management, probably more in the banking sector. But at the same time, trust is key for participants. C'est important de le dire.
Trust is key for making sure that there is participation by households, by retail consumers in the financial market. And therefore, a standardized information will be very important. I fully understand it will not be perfect, but again, this can also help, and this can also help in trying to help the industry to go for one system of financial information that you need to provide across the EU in all 28 member states, and reduce in that sense on the cost, the marketing costs of the asset management sector. So the good news, as with the AFG, we have already prepared a list of recommendations. You will take a look on our right document, and with some chance, we will make together progress. So that's the good news. Beaucoup de questions aussi pour vous, Odile. Donc voilà, des questions en disant finalement à quand une remise à plat de la fiscalité versus le risque. On attend ça depuis très longtemps. Avec tant d'initiatives, une autre question, mais bon, je les lis toutes à la fois parce que ça se rejoint. Avec tant d'initiatives législatives françaises présentées par la directrice du Trésor, est-ce qu'on va vers plus d'Europe ou vers une plus grande fragmentation du marché financier européen finalement? Et puis, est-ce que les taux bas et le renforcement du test de suitabilité donc, ne risquent pas de renforcer l'allocation des ménages vers des produits plutôt administrés comme le livret A ou d'autres produits? Voilà. Donc ça fait pas mal de questions. Enfin, peut-être la première, c'est finalement donc qu'est-ce que vous devez faire pour finalement donc arriver à favoriser cette épargne et donc à remettre à plat cette fiscalité aussi. C'est une demande depuis longtemps, on le disait. Alors ça, c'est un sujet compliqué et éminemment politique, puisque c'est des décisions qui sont évidemment de nature législative, loi de finances, etc. C'est... à quand c'est difficile pour moi de répondre. Aujourd'hui, je pense que c'est un sujet dont il y a une prise de conscience, alors que ce n'est pas un sujet nouveau et il y a des mesures qui ont été prises. Je pense qu'il y a encore du chemin, comme je disais tout à l'heure, il y a encore du chemin à faire. Je pense qu'on a un sujet particulier sur les produits d'épargne très protégés, très populaires, mais qui sont aussi des produits auxquels les Français tiennent beaucoup. C'est-à-dire que la difficulté, quand même, pour les politiques de prendre des décisions, c'est qu'il y a des produits d'épargne type livret A, LDD, etc., qui sont des produits très liquides, donc très peu longs, sécurisés, sans fiscalité, et qui sont auxquels les Français sont très attachés. Et donc, en fait, la difficulté, c'est de proposer des alternatives de long terme qui permettent des financements de plus long terme, plus orientés sur les entreprises, parce que... et donc, voilà, je crois que un des cœurs du sujet est là. Il y a d'autres sujets aussi liés à l'assurance vie, etc. Mais c'est des sujets qui sont extrêmement compliqué et sur lequel il faut une forte détermination politique pour mener à terme des réformes un peu d'importance. Sur la question des taux bas et quel va être l'impact sur l'allocation de l'épargne, je pense qu'au contraire, les taux bas devraient conduire plutôt, c'est plutôt ce qu'on voit, à se porter vers plus de risques pour avoir des rendements plus élevés. Et c'est plutôt, on voit l'appétence aujourd'hui pour le financement des infrastructures, donc normalement ça devrait bénéficier au financement des entreprises, y compris les entreprises les plus risquées dont les perspectives de rendement sont les plus élevées. Donc normalement, et on voit quand même aujourd'hui, il y a eu un effet de désaffection important sur des collectes sur le livret A, sur les produits les plus liquides qui sont quand même très peu rémunérés, avec un risque du coup qui est, si les investissements se font sur des produits survalorisés, avec des risques de bulles, il faut faire attention. Et c'est là où le rôle des comités de stabilité financière, etc., est important pour essayer d'identifier en amont des possibles risques de survalorisation. Christophe, vous voulez, rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit? Si je peux rebondir ou compléter ce que vous avez indiqué, on a un sentiment très fort, en tout cas sur le financement des PME, d'une situation d'urgence. C'est-à-dire, et vous avez évoqué, la situation elle est comme elle est sur l'allocation de l'épargne en France. Ça ne date pas d'hier, c'est difficile à faire changer. Et quand je parlais, c'est vrai qu'on parle souvent, quand on parle des PME, on parle du financement de l'innovation, c'est vrai qu'il va un peu mieux. Mais la situation n'est pas différente sur les PME plus classiques, qui représentent un pan plus important de notre économie. Cette situation d'urgence, cette situation de la nécessité d'avoir plus de capitaux pour réussir, elle ne touche pas que les entreprises jeunes et innovantes. Si on prend le cas des entreprises plus matures aujourd'hui en Europe, il y a beaucoup de PME, et par exemple, pour ne pas prendre qu'un exemple français, les entreprises du Mittelstand en Allemagne, on le sait, c'est composé de très bonnes PME allemandes. Aujourd'hui, pour accélérer leur croissance, qu'est-ce qu'elles font, ces PME? Elles ne font pas de la croissance organique, elles font de la croissance externe. Pour faire de la croissance externe, le nerf de la guerre,
ça ne plaît pas beaucoup de le dire, mais c'est quand même les moyens financiers. Voilà. Si vous êtes engagé dans une stratégie où soit c'est vous qui mangez vos concurrents, soit vous restez une magnifique cible, alors ça continuera à arriver à des PME françaises de rester des magnifiques cibles pour leurs concurrents allemands, c'est très bien, on est dans l'Europe, pour leurs concurrents américains, c'est très bien, pour leurs concurrents chinois, c'est un peu plus dommage. Mais si en tout cas on ne donne pas les moyens à un certain nombre d'acteurs de devenir eux aussi des consolidateurs, et on peut faire ce qu'on veut. Dans le financement de l'innovation, je l'ai dit, il y a une situation d'urgence sans financement. On est sûr de perdre la guerre, mais dans les entreprises de taille plus mature, dans le tissu industriel, économique, français, allemand, à la date d'aujourd'hui, sans moyens financiers, pas de croissance externe. Sans croissance externe, vous n'avez qu'une seule solution, c'est de rester une magnifique cible. Cette situation d'urgence, elle ne touche pas que le financement de l'innovation, elle ne touche pas que certains champions, elle touche un tissu croissant de nos entreprises. Daniel, alors peut-être un mot, on est proche de la conclusion de cette table ronde. Non, mais très rapidement, mais Oui. Juste pour rebondir sur les propos de Dil tout à l'heure, la baisse des taux d'intérêt, ça a des effets positifs. Il ne faut pas qu'on soit simplement en train de dire tout ça, ça ne fonctionne pas. Et entre autres, et comme je travaille, que je suis la fille asset manager d'un grand réseau bancaire, on s'aperçoit qu'on réussit à vendre avec beaucoup de succès en ce moment des produits que l'on appelle, alors dans cette salle, ça va parler à beaucoup d'entre vous, du produit multi-asset, et ça marche très bien. Mais notre boulot là, il est vraiment de gérer que du risque. Hein. Et en fait, notre concurrent, c'est le livret A. Alors vous me direz, battre du 0,75, c'est moins difficile que ce ne fut. C'est ce qui change sans doute la nature des relations. Mais bon, ça, c'est sur la note positive. Il y a quand même, et je rejoins le sentiment d'urgence, et quelque part, c'est quelque chose, alors comme vous représentez l'administration française aujourd'hui, mais je pense que les camarades en Europe ont les mêmes enjeux et le même dialogue avec leurs autorités gouvernementales. Mais nous avons été beaucoup dans cette salle, je pense, très choqués quand on a découvert un matin dans la presse une note de l'inspection des générales des affaires sociales qui brutalement allait demander aux caisses de retraite de sortir de tout ce qui était considéré comme investissement risqué pour aller uniquement sur des obligations d'État, enfin principalement à 75%. Alors le débat est engagé, j'espère que les choses seront corrigées à un moment donné, mais c'est le genre d'inquiétude qui nous perturbe énormément parce qu'on pense que dans notre métier, l'allocation du capital, aujourd'hui on a un vrai boulot, c'est le boulot que fait Christophe avec talent sur le choix des PME ou des ETI, on a un vrai boulot sur le choix des valeurs, on a un vrai boulot sur l'allocation entre actions et taux d'intérêt, mais nous obliger à acheter du taux d'intérêt alors que les taux d'intérêt sont au plus bas de tous les temps, c'est juste nous condamner à faire une grosse erreur macro-financière qu'un jour nous paierons tous. Merci beaucoup, merci à tous les intervenants, je pense qu'on peut les applaudir. Merci.